Philosophe, journaliste et écrivain, mon invité ce soir se distingue de par son style parfois amusant, par sa belle plume. En effet, par la diversité de son inspiration, sa poésie, comme disait l'autre, porte un goût de l'image lyrique. El Hadji Hamidou Kassé, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Mohamed, tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. De venir pour la première fois dans ce lieu impressionnant. Merci. Voilà. Merci beaucoup. En préparant cet entretien, je suis parti fouiller dans vos publications à travers les réseaux sociaux et dans lesquels vous êtes très présent d'ailleurs. Et je suis tombé sur cette belle phrase dans laquelle vous dites en substance « L'Afrique doit se réinventer pour émerger comme puissance de référence, non pas en ruminant son histoire, encore moins en copiant l'Occident, plutôt en croisant son unité politique, sa véritable intégration économique, un leadership décomplexé, des partenariats gagnants. » À l'heure où nous parlons aujourd'hui, quel sens donneriez-vous à ces mots? Bon, le sens que je donne à ces mots, c'est d'abord dire très fortement que l'Afrique est face à son destin. Ce n'est pas un jeu de mots, c'est juste que nous sommes dans un contexte mondial qui évolue très vite, qui est en proie à des mutations très profondes, où toutes les nations, où toutes les régions du monde sont appelées à se repositionner. Et je pense que dans ce contexte-là, l'Afrique a des atouts considérables. D'abord, c'est un continent vaste, plus de 30 millions de kilomètres carrés. C'est un continent populeux, parce que nous sommes à peu près 1,3 milliard. C'est un continent très jeune, parce que l'âge médian, c'est 19 ans. C'est un continent également excessivement riche. Je pense l'un des plus riches du monde. Et enfin, c'est un continent où de nouveaux leaderships économiques, politiques sont en train d'émerger et culturels sont en train d'émerger. Tout cela, à mon avis, devrait créer ce qu'on peut appeler une bascule de l'état d'arriération très prononcé à un état de développement pour tous. Parce que, à mon avis, l'expérience du monde montre que le véritable développement, c'est le développement partagé, c'est le développement pour tous et pour toutes les personnes qui vivent sur cette terre. Comme je disais tout à l'heure, nous faisons une projection sur l'avenir africain. Ce continent africain, c'est la richesse de ses ressources naturelles, c'est l'agriculture, c'est l'élevage et tout ça. Mais aujourd'hui, comment l'Afrique devrait donc traduire ses potentialités? Alors, moi je pense que je n'ai pas malheureusement de solution. Mais il y a des matériaux qui existent. Nous avons toute la réflexion de Cheikh Anta Diop sur la mise en synergie de toutes les nations africaines qui nous donne beaucoup plus de force et de puissance pour exploiter ces ressources dans une optique d'intégration. Mais pour parvenir à mettre à profit ce potentiel, il y a quelque chose de fondamental. Ce quelque chose de fondamental, c'est d'abord l'éducation et la formation. L'éducation et la formation. Si vous n'avez pas une masse critique de jeunes Africains bien éduqués, bien formés, au fait de ce qui se passe dans le monde, capables de s'approprier les technologies les plus avancées, comme disait Cheikh Anta Diop, de s'armer de science jusqu'aux dents, oui. Vous ne pouvez pas développer le pays, plutôt le continent. Donc nous sommes obligés peut-être de concevoir la problématique de l'éducation et de la formation dans une perspective panafricaine, oui. Au sens où on mutualiserait des ressources pour avoir de très grandes universités, avoir de très grandes écoles de formation, avoir de très grands instituts,
avoir de très grands centres de recherche. C'est cela qui nous permet d'être compétitifs et de nous hisser au niveau des normes internationales pour, pourquoi pas, rattraper, voire dépasser les États-Unis, l'Europe et même la Chine. Ça, c'est un message très fort, ça. Oui. Il faut de la formation, il faut de l'éducation, mais il faut également de la recherche. Je pense que les dirigeants africains devraient de plus en plus réfléchir de façon axiale sur cette problématique-là et, comme je disais, se mettre en synergie pour faire émerger des infrastructures éducatives très puissantes qui soient à la hauteur des défis que le monde nous impose et des défis que nous imposons à notre continent. Ça, c'est important. Parlons un peu d'actualité politique au Sénégal. Le 12 septembre passé, lors d'une allocution à la télévision nationale, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé de façon inattendue la dissolution de l'Assemblée nationale et en même temps aussi il a annoncé des élections législatives anticipées, c'est-à-dire le 17 novembre prochain. D'abord, que vous suggère cette dissolution du Parlement? Bon, j'ai oublié de vous dire qu'on ne parle pas de politique, mais bon, comme je suis déjà dans le piège que Horizon Afrique me tend, je vais plonger. A priori, je n'ai pas d'avis. Pourquoi? Parce qu'il est dans les prérogatives du chef de l'État, nouvellement élu, de dissoudre l'Assemblée nationale en respectant le délai de 2 mois. Donc nous avons fait plus de 2 mois que le nouveau président de la République a été installé. Non, de 2 ans plutôt. Nous sommes à 6 mois de l'installation. Depuis 6 mois, le président a été installé. La législature en cours, qui était en cours, a eu 2 ans. Le 12 septembre dernier. Donc la Constitution lui donne les prérogatives et le droit, n'est-ce pas, de dissoudre l'Assemblée nationale pour organiser des élections anticipées. Ça se passe comme ça dans tous les pays. Le président Wade avait, je pense, attendu que le mandat des députés se termine. Mais ça aussi, bon, il n'était pas obligé. Mais bon, c'est un problème de contexte. Le président Macky Sall, idem, je crois que lui, il a dissous l'Assemblée nationale. Bon, c'est comme ça, hein, c'est comme ça que les institutions sont organisées. Et donc, c'est tout à fait normal que le président dissolve le Parlement, l'Assemblée nationale. Maintenant, il y a des enjeux. Les enjeux, c'est que le pouvoir va chercher à avoir la majorité pour que pour que l'exécutif puisse s'appuyer sur un législatif fort, n'est-ce pas, pour voter des lois, etc. Mais l'opposition aussi va jouer son va-tout pour avoir la majorité, rééquilibrer les pouvoirs et certainement expérimenter une cohabitation. C'est-à-dire un contexte politico-institutionnel où il n'y a pas de continuité entre l'exécutif et le législatif. Où il y aura par conséquent un jeu d'équilibre, n'est-ce pas, qui peut être profitable à la démocratie si ce jeu-là est bien conduit, si les acteurs de ce jeu respectent les règles du jeu. Voilà. Donc je pense que c'est ça les enjeux de ces prochaines élections fixées par le président de la République le 17 novembre prochain. Ce gouvernement a été élu sur fond de promesses électorales qui consiste à installer une rupture dans la gestion du pays. Et aujourd'hui, on a constaté que les attentes sont non seulement nombreuses, mais elles sont pressantes. Quel bilan faites-vous des 5 premiers mois de ce tandem Diomaye et Sonko?
Bon, il est très difficile pour moi de faire un bilan. Oui, mais votre appréciation? Non, mon appréciation, c'est que moi, j'ai une tradition intellectuelle et politique qui me conduit à dire qu'un se divise en deux. Il ne faut jamais être manichéen. Dire que c'est bien forcément ou c'est mal forcément. Dans toute action humaine, il y a des choses positives comme il y a des choses négatives. Alors, ceci dit, il est très difficile d'apprécier parce qu'on n'a pas d'indicateur. Il n'y a pas eu de déclaration de politique générale. Oui. Il n'y a pas eu de déclinaison d'un programme, même à court terme, du gouvernement, pour qu'on puisse apprécier. Parce qu'en ce moment, s'il y avait ça, on dirait, voilà des indicateurs, et mesurer à ces indicateurs-là, voilà ce qui a été fait, voilà ce qui n'a pas été fait. Effectivement. N'est-ce pas? Oui. Bon, moi, je me félicite tout simplement du fait qu'aujourd'hui, il y a un climat de paix et de sérénité dans le pays, du moins en apparence, qui nous permet d'aller vers des élections libres, démocratiques, transparentes, qui vont certainement rafraîchir les institutions et permettre au pays de repartir du bon pied. Maintenant, face à la demande sociale et à la persistance de ces besoins-là des Sénégalais, que doit faire le gouvernement pour répondre à leurs préoccupations? Bon, moi, je suis mal placé pour dire voilà ce que le gouvernement doit faire. Vous avez votre mot à dire, bien moi-même, sûr. j'étais dans un gouvernement voilà, qui a fait ce qu'il pouvait faire, Oui. et qui a quand même fait beaucoup de choses dans tous les domaines de la vie de notre nation. Le régime précédent a posé des actes significatifs. Maintenant, il y a aussi des erreurs, il y a des choses qu'on devait faire qu'on n'a pas faites, des choses qu'on a faites insuffisamment, des choses qu'on a faites et qu'on ne devait pas faire. Bon, bref, c'est comme ça qu'un pays avance aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est d'abord qu'il décline, le nouveau pouvoir décline son programme, sa vision du Sénégal, Important. sa stratégie pour le développement. En ce moment, nous aurons des indicateurs précis, premièrement. Deuxièmement, mais l'une des urgences, c'est un consensus national fort sur la question des migrations clandestines ou irrégulières. Parce que là, nous avons touché le fond. Nous avons connu, il n'y a pas encore une semaine, Oui. le comble de l'horreur. Avec plus de 100 jeunes. Avec une pirogue qui vogue, transportant des cadavres. Mais ça, c'est le comble de l'horreur. Ça, c'est une tragédie. Et personne, je dis bien personne, ne peut trouver des mots pour traduire cette tragédie-là dans un discours. Nous avons touché le fond. Et il est important que les autorités actuelles prennent cette affaire très, très, très au sérieux. Prennent cette affaire au sérieux pour aider le Sénégal à faire le deuil. Parce qu'en fait, on a connu des morts, Effectivement. mais cette manière de mourir, on ne la connaissait pas encore. C'est dramatique. C'est-à-dire découvrir une pirogue avec autant de corps presque décomposés. Tôt ou tard, ça va faire un traumatisme dans la conscience nationale. Parce que ça nous rappelle trop le bateau Le Joola. Oui. C'est pourquoi j'appelle les autorités, je supplie même les autorités à prendre cette question très au sérieux, à initier très rapidement, sans calcul politique ou politicien, des concertations nationales pour bâtir des stratégies qui dissuadent nos jeunes d'aller mourir sur les routes ou dans les pirogues de la mort. Parce qu'il y a trop de morts, il y a trop de malheurs, il y a trop de deuil dans notre pays. Et je pense qu'il faut arrêter très rapidement. Effectivement.
Il faut agir. Je disais tout à l'heure en back-office que vous êtes absent de la vie publique, mais grâce à votre gentillesse et votre disponibilité, nous avons quand même réussi à vous sortir du silence. Entre El Hadji Kassé, la poésie, la politique et le départ de Macky Sall, vous êtes dans quoi actuellement? Parlez-nous un peu de vos projets et de vos activités. Oui, d'abord, il fallait que je prenne un peu de recul, parce que quand même, j'ai fait 12 ans dans l'action publique, dans l'espace public, non-stop. Je pense que aujourd'hui, j'ai la conscience tranquille d'avoir fait ce que j'ai fait, en toute modestie, en toute humilité, d'avoir été au service de mon peuple. Moi, je suis philosophe de formation. Et pour un philosophe de formation comme moi, la politique signifie d'abord servir son pays, servir son peuple. Ce n'est pas une sinécure, chercher de l'argent, des privilèges, chercher le prestige, couper avec les gens, se croire être dans des hauteurs. Non, non, non. Moi, je considère que je resterai toujours ce que je suis. Quand je m'engage pour mon pays, je m'engage pour mon peuple. Et donc, après avoir fait ça pendant 12 ans, j'ai pensé qu'il était temps de reprendre et de me recentrer sur mes activités professionnelles, intellectuelles et littéraires. Professionnel, je travaille sur un important projet et bientôt, autour du 15 octobre certainement, je vais décliner ce projet-là. Important. Et je demande les prières de toute cette équipe-là, mais également les prières de vos téléspectateurs, des internautes qui suivent cette émission-là. Mes activités intellectuelles, j'y tiens énormément, parce que j'ai toujours l'habitude de dire que moi, mon métier, c'est de lire, d'écrire et préalablement de penser. Important. Voilà. Moi, c'est ça mes activités. C'est ce que je sais faire. Je n'ai pas fait autre chose dans ma vie. Et donc, je pense que l'activité de réflexion, l'activité de la pensée est une activité très importante dans une société. Parce que ça nous permet de participer au débat d'orientation de notre société. Ça nous permet d'apporter modestement notre expérience pour éclairer des situations. Ça nous permet également d'être dans la transmission de ce que nous savons pour, voilà, le cas échéant, inspirer nos contemporains, etc. Mes activités littéraires, parce que j'ai jamais abandonné. Parce que même dans le feu de l'action, je n'ai jamais arrêté d'écrire. Bon, j'avais commencé la peinture, j'ai abandonné, parce que, bon, ça prend énormément de temps. Ensuite, bon, j'y ai pas trouvé trop de passion, malheureusement, alors que j'adore la peinture. Et donc, je me remets à l'écriture, notamment à la production poétique, à la poésie, au roman et aux essais divers sur voilà, des problématiques, des sujets qui m'importent. Important. En tout cas, nous vous remercions et vous souhaitons bonne chance pour tous ces projets que vous avez devant vous. Merci beaucoup, Mohamed. Je remercie toute l'équipe. Je te remercie. Je remercie tes amis, grâce à qui, au plan technique et esthétique, nous aurons une belle émission certainement. Merci. Merci, c'est super gentil. Chers amis téléspectateurs, c'était tout pour ce numéro de Horizon Afrique. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. Mais merci aussi et chapeau bas à toute l'équipe technique.